Les rebelles américains doivent faire face à la plus grande puissance militaire. Ils s'engagent dans une guerre qui est loin d'être gagnée d'avance. Pour vaincre les Britanniques, les Américains vont devoir mettre en place un réseau d'espions, combattre une épidémie et trouver une nouvelle forme de combat plus adaptée à leur cause révolutionnaire. New York, porte d'entrée en Amérique du Nord. Aujourd'hui, capitale financière du monde. Avec une population de 8 millions de personnes. En juin 1776, la ville compte seulement 20 000 habitants. Et se prépare à lutter contre les envahisseurs anglais. À 5 km au nord de Wall Street, là où la 23e rue croise aujourd'hui l'avenue Lexington, les rebelles creusent des tranchées à Kibs Bay. Le commandant en chef est le général George Washington. C'est lui qui a réussi à chasser les Britanniques de Boston. Une victoire surprise contre un ennemi bien plus puissant. Mais il est évident que les soldats britanniques ne vont pas tarder à revenir à l'attaque. Le temps est venu pour notre armée de défendre notre pays outragé, avec honneur et jusqu'à la victoire. Joseph Plum Martin, fermier, veut à tout prix se battre sous le commandement de Washington. Et il a à peine 15 ans lorsqu'il rejoint des centaines de volontaires inexpérimentés. Notre armée de révolutionnaires était impressionnante. C'était celle d'une nation en train de se former, prête à s'attaquer à la plus grande superpuissance de l'époque. L'issue du combat semble connue d'avance. Le 29 juin, 45 navires britanniques se regroupent à quelques kilomètres de l'île de Manhattan. Ces bateaux sont les meilleures machines de guerre de leur temps. Construits avec des arbres robustes, chacun de ces bateaux transporte des centaines de soldats. Ils sont équipés de 64 canons très lourds, pouvant atteindre une cible à 2 km de distance. « 350 autres navires sont en mer pour les rejoindre. L'objectif des Britanniques, terroriser les rebelles.
Ils vont, au contraire, les galvaniser. Le 2 juillet, les rebelles réunissent une cellule de crise à Philadelphie. 50 délégués, représentant les 13 colonies, tiennent une session extraordinaire au sein de leur récent congrès continental. Parmi eux, il y a les radicaux Benjamin Franklin, Thomas Jefferson et John Adams. Ils débattent d'un sujet considéré comme de la haute trahison et passible de mort, l'indépendance totale vis-à-vis de la Grande-Bretagne. Nous sommes au cœur d'une grande révolution dans l'histoire de l'humanité. C'est la naissance de la démocratie américaine. Et pour y parvenir, nous devons être prêts à voir couler le sang à flot. Certains délégués pensent que les rebelles n'ont aucune chance de l'emporter. Nous allons affronter une tempête à bord d'un frêle esquif en papier. Mais les sceptiques sont en infériorité, 1 sur 5. Le 4 juillet 1776, les délégués ratifient un document qui va changer la face du monde. La déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Vous vous rendez compte? Dire à cette époque que les droits de l'homme ne sont ni le fait du roi, ni celui du Parlement, mais qu'ils viennent de Dieu, et qu'ils ne peuvent être ôtés par personne car ils sont inaliénables. Les Noirs, les femmes, les gays, toutes les communautés pouvaient se reconnaître dans cette déclaration et se revendiquer américains. Cette déclaration est le symbole même de l'Amérique. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Il est difficile de ne pas être ému quand on entend ces paroles. On ressent l'excitation de ceux qui ont été au cœur de cette revendication essentielle. La liberté humaine. Désormais, les soldats comme Plum Martin se battent pour l'indépendance de leur pays. Le 12 juillet, 2 navires britanniques ouvrent le feu sur la ville de New York. Ça a dû être un sacré choc, parce qu'à l'époque, New York était une ville paisible, qui vivait du commerce. Il y avait autant de rebelles patriotes que de colons restés loyaux au roi. Un mois plus tard, Joseph Reed, le secrétaire de George Washington, aperçoit la flotte britannique qui se masse au large de New York. Plus de 400 bateaux. La seule fois où la Grande-Bretagne mettra en place une autre armada sera pour le D-Day, le 6 juin 1944. 32 000 hommes se préparent à prendre d'assaut l'île de Manhattan. Ils sont 2 fois plus nombreux que les rebelles. Joseph Reed est très inquiet. J'étais impressionné par cette flotte immense. Je n'arrivais pas à le croire. Qu'un peuple soit prêt à entreprendre un périple de 5000 km, aussi dangereux, difficile et onéreux, tout ça pour piller et détruire un autre peuple, sous prétexte qu'il refuse de mettre à ses pieds sa vie et sa fortune. La seule attaque que connaîtra plus tard la ville de New York sera celle du 11 septembre 2001. La vraie différence, c'est que d'un côté, l'armée britannique se battait au nom du roi, et que de l'autre, les Américains défendaient leur propre vie. Joseph Plum Martin fait partie des 500 hommes qui surveillent Kibs Bay. Va voir.
La première chose qui nous a sauté aux yeux, c'était les fusils pointés vers nous. On était si proche des navires qui avaient jeté l'ancre. J'étais juste à l'arrière du Phénix, dont je pouvais voir le nom en toutes lettres. La bataille commence. Septembre 1776. New York est à feu et à sang. En 1 heure, 2500 coups de canon tirés par les Britanniques brisent la ligne de défense des rebelles. « 4000 soldats britanniques prennent d'assaut Manhattan. Un soldat des tuniques rouges a en moyenne 6 fois plus d'expérience qu'un partisan rebelle. Retranchez-vous! L'armée de Washington, battue, bat en retraite. Gardez vos positions! Les rebelles se replient et empruntent un chemin situé en plein territoire amérindien. Ce sera plus tard Broadway. Le 20 septembre, New York, occupée par les Britanniques, brûle. Personne ne sait qui a déclenché le feu, mais en 2 jours, tout un quartier de la ville part en fumée. Ça vous donne une idée du sacrifice que ces gens étaient prêts à faire pour être libres. Ils s'étaient résolus à vivre dans une ville occupée et en feu au nom de cette liberté. Des centaines de rebelles sont jetés en prison dans les cales des bateaux amarrés au port de New York. Le plus connu de ces navires est le Jersey, surnommé l'Enfer. Un prisonnier évadé, Robert Sheffield, a raconté plus tard son calvaire. L'air était tellement fétide qu'à certains moments les lampes s'éteignaient. Et dans le noir, on ne découvrait les cadavres qu'une dizaine de jours après le décès. 9 prisonniers sur 10 meurent. Il y a un mémorial à Brooklyn dédié à tous ceux qui sont morts prisonniers dans le port de New York. Des milliers d'Américains. 12 000 prisonniers vont mourir dans ces bateaux. Ils sont 3 fois plus nombreux que ceux tués sur les champs de bataille. La perte de New York est la première défaite du commandant en chef Washington. Devant cette débâcle, il décide de se retrancher à l'intérieur des terres. Ce choix va lui permettre de révolutionner la guerre du XVIIIe siècle, avec de nouvelles armes, de nouvelles règles de recrutement et un nouveau type de soldats. Ok, autour des tuniques rouges maintenant. D'ici le mois de juin, une nouvelle armée britannique de 8000 hommes va quitter le Canada et mettre le cap au sud. À sa tête, le général John Burgoyne, un des meilleurs officiers de cavalerie de la Grande-Bretagne.
Burgoyne suit le cours de la rivière Hudson. Son armée ressemble à une ville en mouvement. Les tuniques rouges sont accompagnées de civils, 2000 femmes, dont des épouses et des domestiques. « 200 chariots de ravitaillement transportent 84 tonnes de poudre et de plomb, mais aussi de la vaisselle en argent et en porcelaine pour les repas des officiers. Le plan de Burgoyne est simple. Parti de Saint John au Canada, il avance vers le sud pour rejoindre Saratoga, au fin fond de la colonie de New York. De là, il a prévu de retrouver l'armée britannique qui occupe la ville de New York et séparer ainsi les colonies en deux. Mais dès le début, Burgoyne et ses soldats connaissent des difficultés. Leur problème, c'est qu'ils sont pris dans une sorte de contre-insurrection. Celle des fermiers exaspérés par leurs offenses. De son côté, Washington change de tactique et adopte une forme de combat presque inconnue en Europe, la guérilla, avec des hommes qui ont tout appris en vivant à la frontière amérindienne. Cette armée était constituée à la fois de miliciens, de bûcherons et de tireurs d'élite. On avait inventé nos propres règles. Les tuniques rouges ont l'habitude des batailles rangées. Mais là, ils doivent affronter des rebelles en embuscade dans les bois. Leur chef est Daniel Morgan. Il est nommé par Washington colonel d'un corps de 500 tireurs d'élite. Il s'était fait tout seul. Il n'avait pas étudié dans une grande école, mais c'était un type intelligent, courageux et prêt à être radical si besoin. Il était exactement l'homme de la situation. La route choisie par Burgoyne traverse une forêt très dense. Ces arbres, autrefois destinés aux navires britanniques, sont utilisés à présent par les rebelles pour contrer l'avancée des tuniques rouges. Les Britanniques deviennent des cibles faciles et leur marche vers le sud est ralentie. Ils progressent d'1,5 km par jour. Véritable épreuve, ce voyage leur prend plus de 6 semaines. Les hommes de Morgan ont non seulement le terrain pour eux, mais aussi des carabines. Légères, équipées d'un fin canon long d'un peu plus d'1 mètre, elles tirent avec un calibre de 50. Inspirées d'un fusil de chasse allemand, ces carabines ont un nouveau procédé. Les rainures à l'intérieur du canon impriment un mouvement de rotation au projectile et lui confèrent une grande stabilité. Cette innovation lui donne une précision mortelle. Ainsi armé, un patriote peut atteindre une cible éloignée à plus de 200 mètres. Une portée 2 fois plus importante que celle des mousquets britanniques. Morgan s'attaque d'abord aux Indiens recrutés comme éclaireurs par Burgoyne. Ils sont 400 à s'être alliés aux Britanniques, espérant ainsi préserver leur terre ancestrale. Mais Morgan et ses hommes utilisent contre eux
les Russes que ces mêmes Indiens leur avaient apprises. Ils attaquent par surprise, de manière furtive et très rapide. Au bout de 3 mois, tous les éclaireurs sont morts ou ont déserté. Sans eux, les Britanniques perdent la connaissance du terrain. Désormais, les rebelles s'entraînent à viser de nouvelles cibles, adoptant des tactiques qui vont réécrire les règles de la guerre. « 1777. Alors que la guerre d'indépendance américaine entre dans sa 2e année, New York et une grande partie des 13 colonies se trouvent entre les mains des Britanniques. Enfoncés dans la forêt, les rebelles prennent maintenant pour cible l'armée de John Burgoyne. Les deux camps s'affrontent à Saratoga. C'est ici que les rebelles transgressent les règles de la guerre du XVIIIe siècle et commencent à attaquer les Britanniques. Leur plan, priver les soldats d'infanterie de leur commandant. En général, les officiers étaient les plus instruits. Ils connaissaient les codes de communication et avaient le sens précis du commandement. C'est eux qui concevaient les plans de bataille. Il ne reste plus qu'un survivant sur les 11 officiers de ce 53e régiment. Ils ont tous été tués ou blessés. Les Britanniques, sur la défensive, se regroupent sous l'autorité du général Simon Fraser, qui dirige la contre-attaque. Daniel Morgan, commandant des tireurs d'élite, réagit très vite. Grimpe à cet arbre et descend l'officier à cheval. Son meilleur tireur est un Irlandais illettré qui vient de la frontière amérindienne. Son nom est Tim Murphy. Il rate son premier tir. Plus à gauche. La deuxième balle frôle le cheval de Fraser. Trop haut. Recommence et descends-le. La troisième est fatale. Finalement, l'homme qui a tiré sur Simon Fraser a fait autant pour l'indépendance américaine qu'un des pères fondateurs. Sans commandement, les Britanniques perdent une centaine d'hommes. 2 fois plus que les rebelles. Le 17 octobre 1777, le général Burgoyne se rend. C'est un tournant. Cette victoire décide la France, le plus grand rival de la Grande-Bretagne, à entrer en guerre aux côtés des Américains. La flotte française contraint alors les Britanniques à mener le combat sur 2 fronts, sur terre et en mer. En cette fin d'hiver, l'armée de Washington se retire à Valley Forge, en Pennsylvanie. Les conditions de survie sont précaires. Par un froid glacial, ces hommes doivent construire 900 baraques en seulement 40 jours, alors qu'ils sont véritablement sous-équipés. Il a une armée de 14 000 hommes, mais pas d'habitation. Et le Congrès continental n'a pas réussi à lui fournir des ressources matérielles. Et pour maintenir unie cette armée en plein hiver, Washington ne peut compter que sur sa volonté, son courage et ses qualités de leader, sans oublier qu'il doit aussi choyer ses soldats.
Joseph Plum Martin, vétéran de la bataille de New York, était aussi à Valley Forge. Nous sommes arrivés à une situation vraiment désespérée. Sans vêtements, sans provisions, et complètement découragés. Nos perspectives sont bien tristes. Courage, soldat, ça va faire un peu mal. Il va falloir serrer les dents. Le chirurgien Albie James Waldo est le témoin d'une armée en déroute. Ces hommes, qui sont restés étonnamment en bonne santé, ils tombent comme des mouches. Ils sont exténués par la fatigue accumulée durant cette campagne. Si on nettoie pas ça, je vais devoir te réopérer. Un soldat sur 5 n'a pas de chaussures. Avec le manque d'eau potable, la dysenterie fait rage dans tout le camp. En quelques semaines, 2000 hommes sont malades. Il n'y a plus de viande. Les hommes survivent en mangeant une mixture composée d'eau et de farine. « 60% des recrues sont des anciens prisonniers, des esclaves affranchis et des immigrés. Ce sera l'ultime test pour le commandant George Washington, garder unie cette armée anarchique. Il connaissait le prix de la liberté. Il savait qu'en contrepartie, il y aurait des sacrifices à faire, du sang versé, des hivers glacés à Valley Forge et de nombreuses pertes. George Washington est un général formidable. Il a réussi à dépasser les obstacles, à faire en sorte que son armée sorte grandie de cette épreuve et puisse reprendre le combat. J'aurais vraiment aimé vivre cette aventure et me battre pour lui. Mais l'armée de Washington doit faire face à un ennemi bien plus fatal que l'hiver glacé ou la Grande-Bretagne. Une épidémie de variole. La plus terrible dans l'histoire des États-Unis. Ce virus mortel, parti des bateaux-prisons, se propage dans l'air. Isolés depuis des générations, les colons américains ont une très faible résistance à cette maladie. Et il n'y a aucun remède. Les victimes se retrouvent couvertes de cloques et de plaies. Le virus se propage par le sang et se démultiplie en détruisant les cellules saines. 40% des malades meurent. Quand la variole arrive à Valley Forge, elle se répand très vite à travers le camp. Washington, qui a survécu enfant à la variole, décide de tenter le tout pour le tout. Une expérience parmi les plus hardies dans l'histoire militaire des États-Unis. Son chirurgien a appris le principe de l'inoculation auprès des esclaves africains. Il prélève le pus d'une victime de la variole. Et applique le virus vivant sur la peau d'un patient sain. L'inoculation propage alors l'infection à un rythme plus lent. Une semaine après, les globules blancs créent des anticorps qui attaquent et tuent le virus avant que la maladie se propage. Mais cette course contre la montre est très risquée. Pour survivre et ne pas être pris de court, le système immunitaire du patient doit être plus rapide que le virus. Le pourcentage de décès des personnes inoculées tombe à 2%. Washington a gagné son pari. Le nombre des cas de variole est passé d'une centaine à quelques dizaines. Mais pour gagner la guerre contre les Britanniques, la troupe inexpérimentée de Washington va devoir se transformer en véritable machine de guerre. « 1778.
Après avoir survécu à l'épidémie de variole à Valley Forge, l'armée des rebelles accueille une nouvelle recrue. Washington espère que cet homme changera le cours de la guerre. Le baron von Steuben est un ancien officier de l'armée prussienne, un soldat d'élite dont la carrière a été brisée par son homosexualité supposée. Washington en fait l'un des hommes forts de son commandement. Washington avait le génie de choisir des gens qui ne donnaient pas vraiment l'impression d'être de grands hommes, mais qui, grâce à son commandement, étaient prêts à saisir toutes les occasions pour montrer le meilleur d'eux-mêmes. C'est la marque des grands chefs. La mission de von Steuben, donner une seconde vie à cette armée démoralisée pour qu'ils puissent gagner contre les Britanniques, même dans une bataille rangée. Notre armée est dans un état horrible, catastrophique, poussiéreuse. Nos hommes sont littéralement nus. Von Steuben commence par discipliner les soldats de Washington. Et se trouve face à des hommes très différents de ceux auxquels il a déjà eu affaire. Le génie de cette nation n'a rien à voir avec celui de la Prusse, de l'Autriche ou de la France. J'ai l'habitude d'être obéi quand je donne un ordre. Mais ici, je suis obligé de me justifier et d'argumenter sans cesse pour qu'ils acceptent de faire ce que je leur demande. Von Steuben apporte l'ordre, la discipline et l'hygiène à Valley Forge. Il déplace les latrines loin des habitations, fait reconstruire les cuisines à l'opposé du camp et organise les logements en fonction des régiments et des compagnies. Il écrit également un manuel d'entraînement militaire, qui est d'ailleurs encore utilisé en partie aujourd'hui. Allez plus vite! Von Steuben enseigne les exercices de combat européens à chaque corps d'élite. Chacun de ces soldats ira ensuite entraîner une autre centaine d'hommes. Il leur apprend également à se servir d'une nouvelle arme, la baïonnette, qui va révolutionner la manière de combattre des rebelles. Grâce aux poignards ajoutés au fusil, ils n'ont plus besoin de recharger leurs fusils lors des combats rapprochés. Mais surtout, le plus important est ce que von Steuben a réussi à insuffler aux rebelles, un nouvel esprit. Bien sûr, on peut évoquer le rôle essentiel que jouent certaines armes dans une guerre. Mais la plus importante, elle est juste là. Lorsqu'ils quittent Valley Forge, les soldats, à l'image de Plum Martin, sont devenus des machines à tuer. Pendant ce temps, dans la ville de New York, toujours occupée par les Britanniques, une autre arme de guerre secrète fait rage. Ici, un réseau d'espions n'a pas cessé de faire passer des informations aux rebelles. Leur chef est George Washington lui-même. Cet homme, qui est entré dans l'histoire par sa grande honnêteté, cet homme a réussi sa carrière de commandant grâce à ses talents de tricheur. Un général britannique dira plus tard que Washington n'a pas gagné grâce à ses soldats, mais grâce à ses espions. Ce service de renseignement va prendre toute son importance pour sauver de la catastrophe les Français, alliés des rebelles. À New York, environ 20% de la population est restée loyale aux Britanniques. Le prix des marchandises a, lui, augmenté de plus de 80%. On dit qu'une femme sur 5 est prostituée. Aux yeux des Britanniques, le marchand Robert Townsend est un loyaliste, un membre de la milice dévouée au roi, qui écrit pour une presse fidèle à la couronne. Mais pour le réseau d'espions, son nom de code est Culper Jr.
En juillet 1781, New York est en émoi. La flotte française a été aperçue au large de Rhode Island. D'après les informations interceptées, les Britanniques veulent envoyer leurs navires de guerre pour les attaquer par surprise. Culper doit prévenir Washington pour qu'il trouve un moyen d'arrêter la flotte britannique. Les espions utilisent une encre invisible, une formule inconnue des Britanniques, faite à partir d'acide gallique. Elle révèle son contenu uniquement quand le papier est brossé avec du sulfate de fer. Le maillon suivant de cette chaîne d'espions est Austin Rowe, un tavernier de Long Island. Son contact, Abraham Woodall, récupère le message et le cache. Un autre agent, Anne Smith Strong, utilise ensuite son linge comme code secret. Puis, c'est un marin qui le déchiffre et part l'apporter à Washington. La réponse de Washington, déplacer les troupes vers New York pour menacer la ville et coincer la flotte britannique dans le port. La flotte française est hors de danger et va pouvoir jouer un rôle essentiel dans la prochaine étape de la guerre. À présent soutenue par la puissance navale française, l'armée de Washington est finalement prête à affronter les Britanniques dans une bataille rangée. Octobre 1781. C'est la 6e année d'une guerre que les Anglais pensaient terminer en 6 mois. La Révolution américaine débarque à présent à Yorktown, en Virginie. Dans les tranchées, autour de la ville fortifiée, Plum Martin, devenu sergent, attend avec 8000 autres soldats le signal de l'attaque. L'armée de Washington s'est réinventée. Avec ses tireurs d'élite, à force d'entraînement, de discipline, avec de nouvelles armes et un réseau d'espions efficace. Ce qu'il reste de l'armée britannique se trouve assiégé à Yorktown. Pris au piège dans la ville, les tuniques rouges attendent du renfort. Mais en Grande-Bretagne, la guerre est impopulaire et coûte beaucoup trop cher. Les Américains se sont accrochés jusqu'à user les Britanniques, lassés par ce combat qui n'en finit pas et qui devient de plus en plus vain. C'est l'occasion pour Washington de terminer la guerre par un coup décisif. Il est toujours resté debout, fidèle à son rêve de l'Amérique. Convaincu qu'il fallait continuer à donner le meilleur de soi-même tant que ce rêve ne serait pas devenu réalité. Plum Martin est en première ligne. Bonne chance. Comment ça va, vieux? Et toi? Je vais aller jeter un œil. Derrière la ligne de défense de Yorktown, 9000 soldats britanniques aguerris attendent.
Ils sont protégés par quelques canons excentrés et isolés, appelés les Redoutés. Le 14 octobre 1781, il n'en reste plus que 2. S'ils sont pris et retournés contre Yorktown, les Britanniques seront sommés de se rendre. Comment ça se passe là-haut? Ça va être l'heure. Nous étions tous là, à attendre dans un silence angoissant le signal de l'attaque. Au milieu des tirs, les rebelles font les 100 mètres qui les séparent des lignes britanniques. Une unité de 400 soldats franchit la ligne et prend d'assaut les fortifications britanniques. Grâce aux baïonnettes, ils repoussent les tuniques rouges lors des combats rapprochés. Immédiatement après la fin des combats, je suis allé voir mon ami blessé. Il était mort. 34 camarades de Plum Martin gisent morts ou blessés. Mais ils ont réussi à percer les défenses de Yorktown. 2 jours après, les Britanniques se rendent. Les négociations pour la paix commencent. Après 6 longues années de lutte, les rebelles ont réussi l'impossible. C'est le premier pays à avoir gagné une guerre d'indépendance contre la Grande-Bretagne. Le 30 avril 1789, investi par la nouvelle Constitution, George Washington devient le premier président des États-Unis d'Amérique. Mais la liberté a un prix. Plus de 25 000 hommes ont perdu la vie dans cette bataille pour l'indépendance. Mais une nouvelle nation est née. Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouve la vie, la liberté et la recherche du bonheur.